biologiste de formation et il s'est tourné vers l'anthropologie à l'occasion d'une anthropologie démographique. Donc, d'ailleurs, un livre du même nom a été publié en quelle année? Bon. Et ce n'est que par la suite qu'il s'intéresse à la question de la qualité de vie qu'il va discuter aujourd'hui, c'est-à-dire sa définition qui est distincte, selon lui, de la notion de bien-être. Et donc, il nous expliquera la distinction qu'il fait entre les deux. Il est aussi membre de la commission spécialisée risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. Il intervient d'ailleurs dans le cadre du 3e plan national de santé-environnement, PNSE 2015-2019, qui vise à prendre en compte des impacts sur la santé dans les politiques publiques. Les recommandations du rapport qui en est ressorti convergent d'ailleurs avec Jean-François Capeille vers une prise en compte de la santé dans le Code de l'urbanisme et son évolution, mais aussi dans les documents de planification territoriale, tout en renforçant pour ce faire la participation citoyenne. Donc il nous en dira plus, mais pour l'heure, il souhaiterait revenir donc sur les définitions respectives des notions assez polysémiques de bien-être et de qualité de vie. Je voulais remercier donc les organisateurs, bien entendu, et tout particulièrement Josiane Tanchou, de m'avoir invité. Et en fait, bon, faut toujours faire un peu la genèse d'une intervention. C'est vrai que lorsque j'avais reçu l'appel à communication, j'en avais discuté avec Josiane et je m'étais étonné. Je me suis dit, tiens, c'est sur le bien-être, bien sûr, bien-être individuel, bien-être collectif, les différentes approches. Et nulle part je vois apparaître, bon, on parle bonheur, le plaisir, le bonheur, et nulle part je vois apparaître le terme de qualité de vie. Alors qu'il me semblait quand même, ça me semblait être deux termes, je vais y revenir, qui me semblaient proches. C'est quand, même si ils ne recouvrent pas toujours nécessairement la même approche, surtout dans leurs usages plutôt que dans leur définition. Et donc c'est un peu l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est d'intervenir un peu sur en quoi finalement la qualité de vie, qui est un peu l'absent de ce colloque, est malgré tout un terme qu'il faut prendre en considération. Alors, pour ceux qui étaient là hier, on a assisté aux conférences introductives et les deux collègues qui sont intervenus ont parlé donc du bien-être. Alors plutôt effectivement de ce que je considérais comme une approche de la personne. Hein. Ils ont parlé de l'aisance, du bien-être et du mal-être, de l'inconfort, de la question du soi, de soi avec son environnement. Et coup de chance, ils n'ont pas abordé la qualité de vie, ce qui me laisse toute l'attitude ce matin pour en parler. Alors c'est aussi une occasion pour moi d'intervenir ou de revisiter un peu, qui est déjà un thème un peu ancien, en effet, comme l'a dit Sophie Moulard, je suis anthropologue biologiste et j'ai travaillé plutôt sur les problématiques d'adaptation des populations à leur milieu de vie. J'ai examiné une première partie de carrière comment dans les dynamiques de population, comment les populations vivent et se reproduisent dans un milieu, et j'ai plus particulièrement travaillé sur les problématiques, sur les liens entre l'environnement et la santé, et plus précisément quel était l'impact de l'environnement, des facteurs d'environnement sur la santé des populations. Alors ça peut aller évidemment selon les zones géographiques et ou culturelles, des maladies vectorielles, plus particulièrement évidemment en Afrique subsaharienne, mais pas que là, jusqu'aux problèmes de pollution. Et j'ai travaillé en particulier, qui touche évidemment les pays du Nord, les pays industrialisés, mais aussi les pays du Sud, à travers les problématiques de pollution des grandes villes, des grands centres urbains, que ce soit en Chine ou dans certaines grandes villes africaines ou asiatiques. Et à chaque fois, j'ai toujours travaillé sur les perceptions des populations. Et lorsque j'interrogeais les populations, quel que soit le lieu, je dirais, dans une diversité de lieux ou de cultures, les populations faisaient toujours référence, quand ils me parlaient de problématiques d'environnement et de santé, à leur qualité de vie. Et bizarrement pas à leur bien-être. En tout cas, elles n'employaient pas le terme de bien-être. Elles parlaient plutôt de, quelque part, pour elles, une bonne qualité de vie, c'était finalement être en bonne santé et vivre dans un environnement agréable ou harmonieux, si je devais dire les choses ainsi. Et donc c'est un peu sur ce rapport-là entre ce que je commence à parler de qualité de vie et de bien-être que je souhaitais intervenir. Et une deuxième chose, c'est que j'ai aussi, c'était bien que j'intervienne ici, parce que j'ai séjourné pendant quelques années dans une UMR ici qui s'appelait l'UMR Hades. Ça m'a permis de revenir sur Bordeaux et de voir quelques têtes connues. Et justement,
quand j'ai séjourné à Bordeaux, j'ai eu l'opportunité, lors de mon séjour, de participer à des recherches sur le département du Gers. Alors le Gers, c'est un département, c'est entre Bordeaux et Toulouse, c'est un peu avant d'arriver vers Toulouse. Et j'avais initié un travail sur la façon dont les politiques en charge des affaires de ce département rural du sud-ouest de la France s'étaient approprié le titre « Le film Le bonheur est dans le pré ». Alors je vais vous passer, voilà, la première diapositive. Donc, Le bonheur est dans le pré, bah, c'est un film qui est sorti en 1995, un film d'Étienne Châtillaise, 5 millions d'entrées. Le thème général du film, c'était un industriel, je pense, dans un centre urbain, Paris ou région parisienne, qui était un petit peu assailli par ses employés, qui avaient des soucis, je dirais, au bord de la faillite, qui avaient des problèmes conjugaux et qui a fui, je dirais, le monde urbain et son entreprise pour venir s'installer dans un milieu rural dans le département du Gers. Et le thème du film est donc de montrer que, bah, effectivement, le bonheur, il est dans le pré, plus qu'il n'est dans le monde urbain dont il était issu. Et les politiques du département, en particulier le conseil général, mais aussi les chambres consulaires, ont pris l'affiche « Le bonheur est dans le pré » et pour en faire un espèce de slogan identitaire, ont repris l'affiche pour faire la promotion de leur département en disant « Le bonheur est dans le Gers », en s'appuyant bien entendu sur l'affiche du film d'Étienne Châtillaise. Et pour quelle raison ont-ils fait ça? Simplement parce qu'ils s'étaient aperçus que quand on regardait l'espérance de vie, c'était là où elle était la plus importante dans les départements français, à l'époque de l'étude, dans le Gers. Alors donc, certainement, ce n'est pas très éloigné d'autres départements, de la Creuse ou d'autres. En tout cas, donc, pour eux, c'était le département où l'on vivait le plus bien en France. C'était un endroit où il y avait un cadre de vie agréable et surtout non pollué parce que, bien entendu, il n'y a pas d'industrie. C'est un département sans industrie. Et surtout, c'était une façon pour eux d'essayer de faire la promotion d'un mode de vie sain lié à la nourriture. Alors, on est très loin du régime d'alimentation crétois ou méditerranéen. Dans le film, l'expression la plus culte, c'est le confit, c'est pas gras. Donc, on voyait bien un petit peu la volonté donc des politiques d'essayer de faire la promotion de leur département. Alors, à cette occasion, on avait réalisé une enquête auprès des élèves d'un lycée, le lycée Pardaillan à Auch, qui est donc le chef-lieu de département, et on leur avait demandé, c'était intéressant, on essayait de voir un peu quelle était leur définition du bonheur, puisque le thème était le bonheur, et aussi de la qualité de vie, puisque c'était la question sur laquelle je travaillais, afin de savoir s'ils s'identifiaient ou non à un territoire qui est reconnu comme un département du bien vivre. Et comment ils se représentaient leur milieu de vie et quels étaient les avantages et les inconvénients qu'ils y attribuaient. Alors, ce qui ressortait des réponses, c'était que la conception du bonheur par ces élèves, c'est une approche finalement très individualiste. Ils ressortaient, pour eux le bonheur c'était le bien-être, c'est ce qui ressortait souvent, c'était la quiétude. Donc finalement on n'est pas très éloigné de ce que nos collègues ont parlé hier, de l'aisance, etc. Donc en gros, bien-être en opposition à mal-être. Si c'est le confort, c'est évidemment le mal-être, c'est l'inconfort. Et par contre, donc c'est vraiment un confort psychologique qui était mis en avant pour la lésion, pour le fait du bonheur. En revanche, dans leur définition de la qualité de vie, les élèves interrogés, c'était les élèves de terminale, donc 17, 18, 19 ans, ils avaient une définition plus large que celle du bonheur. Pour eux, la qualité de vie, c'était bien entendu aussi le bien-être, mais il y avait d'autres facteurs qui venaient s'y rajouter. Il y avait l'alimentation, il y avait la santé surtout, et il y avait la nature. C'était les éléments. Donc la qualité de vie, pour eux, ça correspondait à une dimension plus globale que le bonheur et que le bien-être. Le bien-être étant un peu quelque part englobé dans l'approche de la qualité de vie, telle qu'ils le définissaient eux. Et donc c'est sur cette perception de différence un petit peu, je pars de cet exemple, de différence entre bien-être et qualité de vie que je voudrais vous entretenir. Alors c'est un parti pris un peu, parce que la thèse que je soutiens, c'est qu'effectivement bien-être et qualité de vie sont deux termes dans leur définition, mais surtout dans leurs usages, qui sont du même registre.
hein, ils appartiennent peut-être un peu à un même sens commun, mais qui parfois sont synonymes, parfois se recoupent, mais qui quand même diffèrent, et diffèrent en particulier sur un point qui me semble fondamental, qui est que c'est la thèse que je soutiens, qui est le bien-être, c'est quand même une dimension centrée sur la personne ou l'individu, alors que la qualité de vie, c'est plus une dimension qui prend en compte la dimension collective, donc dans le rapport des gens entre eux, mais aussi à leur environnement. Et c'est important, vous verrez, parce que c'est ce qui me permettra effectivement de lier plutôt qualité de vie à développement durable et à un concept plus universel que le bien-être qui m'en paraît plus éloigné. Alors à propos du bien-être, c'est un terme, bon, je ne reviendrai pas trop dessus, c'est un terme qui est difficile à définir dans la littérature. J'ai quand même, alors n'ayant pas travaillé dessus, j'ai quand même essayé de voir un petit peu, j'ai lu, hein, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, et effectivement on trouve des définitions, des approches qui peuvent être assez différentes, à la fois selon les champs disciplinaires, même si c'est dans la psycho que c'est le plus important, et selon l'application qui en est faite aussi, dans les usages. Alors il y a des points communs que l'on retrouve dans l'ensemble des définitions, par contre, il me semble qu'ils tentent tous se rattacher, c'est la thèse que je soutiens, à l'individu ou à la personne et qui concerne, là je vais, voilà, dans la littérature scientifique, d'une façon générale, si je reprends un petit peu les termes que j'ai vu ressortir de ce que qu'est le bien-être, c'est l'estime de soi, la maîtrise de sa vie, le développement personnel, la gestion des émotions, les dimensions psychiques. Il y a bien d'autres choses. Mais c'est un peu ce que j'ai retrouvé en faisant... Alors ça, c'est plutôt dans la littérature chez les psychologues, mais pas que. C'est quand même une dimension vraiment... Ce sont des termes qui sont souvent d'ailleurs synonymes ou constitutifs de la notion de bien-être. D'une façon générale, on retire de ces différentes lectures que le bien-être, c'est être bien. Bon, ça paraît une évidence. Et d'ailleurs, en opposition au mal-être, ce sur quoi sont bien intervenus ou ont bien assisté les collègues hier après-midi, qui est le versant négatif qu'on retrouve, d'ailleurs souvent le mal-être, qu'on retrouve souvent employé d'ailleurs dans le monde du travail. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus avant. Alors, pour illustrer ce constat je dirais, de bien-être lié à la personne ou à l'individu, j'ai trouvé une publication de l'INSERM qui examine les effets de l'activité physique, ça c'est le titre, sur le bien-être et la qualité de vie, où il est dit que être bien dans son corps, c'est la citation du bas de la diapo, être bien dans son corps et dans sa tête, c'est synonyme d'harmonie, de joie de vivre, de bonne santé mentale, de tout ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. Alors, l'auteur considère que le bien-être, c'est un vécu, c'est un point qui me semble important à souligner, et il indique aussi que le corps prend une place de plus en plus importante dans la société, et donc, je n'ai pas mis la citation, mais là, je suis désolé, mais je la cite, que le sentiment que chacun porte à son corps devient un élément important de l'estime globale que chacun s'attribue. Alors c'est un propos qui met en évidence la relation au corps dans l'approche du bien-être. On la retrouve, en consultant, il y a eu une grande exposition sur la santé à la Cité des Sciences à la Villette, il y a un petit paquet de 1994 ou 1995. Et à cette occasion, ils avaient fait, il y a deux collègues qui avaient fait, Nicole Vernaza et Pierre Ayache, qui avaient fait une analyse à micro-trottoir pour demander aux gens qui venaient visiter l'exposition, pour eux, qu'est-ce que c'était que la santé. Et on disait, bon, la santé, pour vous, la santé, c'est quoi? Et il disait, déjà, première chose intéressante, quand les gens ont demandé qu'est-ce que c'était que la santé, pour eux, ils répondaient bonne santé. La santé, c'est la bonne santé, d'abord. Ils ne parlaient pas de maladie. Et il disait, la santé, c'est la bonne santé, c'est être en bonne santé, c'est l'absence de maladie. Mais aussi, c'est l'adoption, je cite un peu les verbatims qui ressortaient des questions, c'est l'adoption d'un mode de vie sain, et c'est lié à la forme et au moral. Donc, être en bonne santé, c'est finalement, comme l'exprimait l'une des personnes interrogées, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête. Et les auteurs concluaient que la santé, donc la bonne santé, pouvait être assimilable à un sentiment de bien-être. On notera d'ailleurs au passage que ce n'est pas très éloigné la définition profane de la santé de la définition de l'OMS. L'état complet de bien-être physique, social et mental qui consiste en l'absence de maladie et d'infirmité. Alors à propos de cette dernière citation, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête,
je voudrais souligner aussi que depuis quelques décennies, on voit surtout se développer des extensions. Alors, j'ai eu du mal à les qualifier, philosophiques, religieuses, naturalistes, mais en tout cas toutes très individualistes de la notion de bien-être, avec des recherches personnelles de plaisir et d'épanouissement personnel. J'ai fait un petit exemple. Il n'y a qu'à taper sur Internet, vous tapez bien-être, vous allez sur Google, vous tapez bien-être, et Google ou autre, hein, vous tapez bien-être, et vous voyez que c'est vraiment lié à, on voit apparaître dès les premières pages un ensemble de propositions, la plupart d'ailleurs du temps commerciales, qui concernent majoritairement le corps et la santé. C'est en gros les lieux où se détendre, massage, etc., et les conseils de soins plutôt de caractère naturel. Il s'agit à mon sens d'un glissement de la notion de well-being vers la notion de wellness. Et c'est d'ailleurs ce que faisait remarquer déjà Ilona Kickbusch, qui dès 1995, Ilona Kickbusch, elle était à l'époque directrice du département promotion, éducation, communication à l'OMS, et elle disait, je la cite, qu'il ne fallait pas confondre les deux termes, c'est-à-dire well-being et wellness, et que ceux qui ont écrit cette constitution, c'est-à-dire la constitution de l'OMS, n'avaient pas la moindre notion du concept de forme qui est venu bien plus tard. Alors d'ailleurs, dans le texte de leur rappel à communication, les organisateurs du colloque rappellent que le bien-être, je les cite, est associé avec la satisfaction, le bonheur et la santé physique. Même, bien entendu, s'ils ne négligent pas la dimension, je dirais, sociale, voire sociétale du bien-être, et confèrent notamment la discussion entre les approches subjectives et objectives du bien-être. Alors, arrivé au terme de ma démarche, ou de ce constat, je me suis intéressé à faire une petite analyse, alors c'est un grand mot sémantique, des intitulés des communications qui ont été retenus pour ce colloque. Toujours dans mon approche bien-être et qualité de vie. Enfin, dans mon approche plutôt bien-être individuel, qualité de vie, dimension collective. Et j'ai pris un peu les intitulés. Alors je sais bien que les intitulés de communication, ils ne reflètent pas toujours le contenu, voire même parfois pas du tout. Mais malgré tout, quand même, j'ai considéré qu'il y avait un lien. Et donc, dans ma grille de lecture, j'ai repéré tout ce qui se rapprochait, plutôt les termes qui mettaient en avant la dimension personnelle du bien-être. Donc j'ai pris les termes, alors j'en ai peut-être oublié, hein, j'ai pris les termes tels qu'ils venaient, donc c'est self-accomplishment, espace rassurant, médiation, subjectivation, vous avez yoga, alternative médecine, écriture du soi, needs, corps, vécu des douleurs, santé mentale, plaisir, confort, happiness, personal well-being, bien vivre, etc. Et puis, et souvent j'ai le sentiment que donc c'était centré sur l'expérience, sur la personne ou sur le soi. Et puis, il y avait plutôt d'autres communications qui faisaient appel à dimension, je dirais, collective du bien-être. Villes aimables, architecture, right development, espace vert, downtown, urban design, mémoire collective, espace public, well connected, ambiance, mobilité, ainsi que différents lieux urbains et populations qui s'étaient cités. Le bien-être dans la ville de Monterrey, dans telle population. Alors dans cette deuxième catégorie, la première catégorie, d'accord, on est bien centré sur ce que nous expliquaient les collègues hier, hein, en particulier M. Benedetto, il parlait du désir, de l'expérience, de l'autonomie, de la liberté de choisir, hein, et Mme Naoum de la connaissance du soi et du soi et du autour de soi. Mais dans la deuxième partie, dans la dimension collective, je suis un peu étonné à chaque fois, jamais, sauf une fois dans un seul papier, voir apparaître le terme de qualité de vie, que j'aurais attendu à voir apparaître sur ces questions-là. Espace vert, bien sûr bien-être, mais pourquoi pas qualité de vie. Donc, notamment sur les questions liées à l'aménagement de l'espace et dans les domaines des politiques publiques. Alors, il est vrai qu'il existe certainement des ressemblances, donc, voire même des confusions et des ambiguïtés entre le terme bien-être et le terme qualité de vie, dont on a l'impression que ce sont parfois deux termes difficiles à définir, mais malgré tout interchangeables. Un bon exemple est le domaine du travail. Il apparaît clairement en consultant les documents produits par l'ANAC. L'ANAC, c'est l'Agence nationale sur les conditions de travail. Chaque année, elle fait une semaine de la qualité de vie au travail, où il y a des multitudes de textes sur le net qui émanent de formateurs en ressources humaines de tous ordres, qui parlent aussi bien de qualité de vie ou de bien-être, ça c'est dans les usages qui en sont faits bien sûr, de façon un peu indifférenciée. Donc vous l'aurez compris, dans cet ensemble de remarques, déjà plus que préliminaires, je considère que le bien-être et qualité de vie ne sont pas des termes identiques,
si tous les deux peuvent s'appréhender entre perception et mesure, et se rattachent à un champ conceptuel commun, ils diffèrent malgré tout dans leur approche. Car à mon avis, ils ne placent pas le curseur au même endroit entre l'individuel et le collectif. Le curseur pour le bien-être est passé plutôt sur l'approche du côté individuel. Pour la qualité de vie, le curseur est passé plutôt du côté de la dimension collective. Et je trouve que ça, c'est pas sans conséquence sur les usages qui en sont faits, et c'est ce que je vais essayer maintenant de vous illustrer à travers une courte réflexion sur la notion de concept de qualité de vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste, puisqu'on en est... vous non plus, bon. C'est pas grave. Vous me direz quand... Largement de temps. Alors, qualité de vie. En définition, un peu comme le bien-être, c'est vrai que la qualité de vie, c'est un mot un peu valise, hein. Il est difficile de s'entendre sur une définition qui fasse consensus. Dans le secteur de l'OMS, pardon, dans le secteur de la santé, alors, voilà, il y a une définition qui est donnée par l'OMS, hein, qui est celle-ci, celle que je vous présente, qui est que, c'est une définition précise, la qualité de vie est la perception qu'un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Et c'est vrai que je démarre par la question de la santé de l'OMS, c'est pas par hasard, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est une dimension importante, la qualité de vie, qui est vraiment, comment on dirait, devenu un terme qui a été très employé dans le monde médical. En effet, dans un ouvrage Recherche clinique et qualité de vie, qui a été publié en 1996, le premier chapitre traite des difficultés d'évaluation de la qualité de vie. Jean-Paul Moati, qui est un économiste de la santé, pose la question de savoir sur quelle définition s'accordent les spécialistes. Et il fait judicieusement remarquer qu'il existe des imprécisions, voire des ambiguïtés sur l'emploi des termes et dans l'utilisation du concept. Et il a le mérite d'en donner je dirais une définition à minima, mais qui montre bien que, donc déjà, on s'éloigne déjà un petit peu de la première définition. Et lui, il dit que c'est l'évaluation des effets des traitements et ou de leurs résultats sur l'état de santé, qui intègre de différentes manières le point de vue subjectif et ressenti des patients eux-mêmes, et qui ne se limite donc pas à la prestation clinique par le seul médecin. Alors, c'est pas un hasard si la qualité de vie, c'est un terme qui s'est développé dans le monde médical, parce qu'il correspond avec je dirais, une tendance d'une plus grande attention portée par le médecin à son patient depuis quelques temps. Je ne sais pas comment on pourrait le définir précisément. Et c'est vraiment assez net. Alors, quand on regarde ensuite, j'ai fait un petit peu ce que disent les médecins de santé publique, on s'aperçoit que la qualité de vie en médecine, elle est plutôt définie, selon les auteurs, comme la qualité de vie liée à la santé subjective ou encore la santé perçue. Mais il n'y a pas que la médecine qui s'est intéressée il n'y a pas que le secteur de la santé qui a convoqué le terme de qualité de vie, qui l'a utilisé. Il y a en particulier, je pense à Gabriel Besse, qui lui aussi était issu du monde de la santé, et qui disait que j'ai pris cette définition, parce que je trouve moi, je la trouve pas mal, je trouve qu'elle correspond assez bien à ce que je vais dire ensuite aussi. Et dans nos sociétés modernes, il dit, avancée, la qualité de vie se définit comme la forme laïque et sécularisée d'un bonheur sans transcendance. Et ça va bien dans le sens, finalement, de cette définition, finalement, alors, bien sûr, cette définition, elle n'accorde pas beaucoup de place à une dimension autre que matérielle. Mais elle a cependant le mérite de mettre en évidence que la qualité de vie s'inscrit bien dans des préoccupations consuméristes de nos sociétés actuelles. En effet, nous vivons désormais dans une société commandée par le tout économique, et en 40 ans, nous sommes éloignés des conceptions du monde tel que l'envisageait à l'époque. Ça, c'est assez savoureux, je trouve, le président des États-Unis, Lyndon Johnson. C'est à lui qu'on attribue l'emploi du terme qualité de vie dans la dimension politique. Il disait, en 1964, qu'une vie heureuse ne se mesurait pas à partir de la quantité de biens matériels que nous possédons, mais plutôt par notre qualité de vie. Bon, quand on connaît un peu les USA, on peut en penser ce qu'on veut. Alors, beaucoup d'auteurs sont intéressés ensuite à la qualité de vie hors du champ médical. Mais ils ont tous eu des difficultés à le définir. Dans la publication issue des rencontres environnementales de Genève en 1994, organisée par la Fondation du Devenir sur le thème « Population, migration et qualité de vie », il n'y a pas de définition de la qualité de vie. Et les auteurs, finalement, on s'aperçoit que souvent les gens parlent de qualité de vie sans la définir.
Donc en gros, comme s'il y avait un accord commun sur le sens, sans que pour autant on sache de quoi on parle. Et ils disent, il n'y a pas de, eux, ils ont quand même le mérite de dire qu'il n'y a pas de, c'est assez difficile. C'est pour eux la qualité de vie. Il s'agit d'un terme, c'est le deuxième point de ma diapo, qui permet d'atteindre, reconnaître les limites de la complexité et qui rend le mieux compte des conditions dans lesquelles l'homme aspire à se réaliser. Ça reste une approche assez généraliste. Ce sont des difficultés à définir, aussi qu'on retrouve dans les tentatives de définition qu'ont donné des collègues d'écologie humaine, qui tous insistent sur la nécessité d'une prise en compte à la fois de l'environnement naturel et des relations que les hommes entretiennent entre eux, sans oublier bien sûr la part d'autonomie attribuable à l'individu. Donc on retrouve chez la plupart des scientifiques, dans toutes les disciplines, les mêmes difficultés. Bon, vous allez par exemple chez les géographes, et Antoine Bailly, dans son ouvrage sur la géographie du bien-être, il reconnaît que, je le cite, la géographie de la qualité de vie, et plus encore celle du bien-être, est parfois plus un art qu'une science. Alors la qualité de vie, à mon avis, dépasse donc le simple confort individuel, et même le bien-être général des populations, et c'est ce que j'explique dans la dernière partie de ma diapositive, où je considère qu'elle relève de la complicité de l'être humain, et qu'elle se situe à l'interface de l'individuel et du collectif, du biologique et du social, de la santé et de l'environnement, et de la mesure et de la perception des phénomènes étudiés. Et dernière chose à propos de ces définitions de la qualité de vie, est-ce que finalement on peut s'interroger, est-ce qu'il est bien important de ne pas arriver à définir la qualité de vie sans pour autant travailler dessus. Donc j'ai trouvé un rapport de Christian Devers, déjà ancien, un rapport de conjoncture de l'INRA, sur la place des sciences sociales dans la problématique environnementale. Et il disait, bon je suis désolé, j'ai pas mis, j'aurais pu mettre la citation, il disait « L'environnement fait partie de ces catégories qui, comme la qualité, ne relèvent clairement ni du sens commun, ni d'une construction comme objet scientifique ou politique, mais un peu de tout à la fois. » Je pense qu'il en est de même pour le bien-être et la qualité de vie. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas de les définir, il s'agit aussi de mesurer, là je vais peut-être être un peu plus rapide. Il est vrai qu'il est difficile de mesurer ce qu'on a du mal à définir. Alors je sais qu'il y a pas mal de mesures du bien-être, donc je reviendrai pas dessus. Sur la qualité de vie, je peux signaler 2-3 choses. Il y a les médecins ont surtout construit ce qu'ils appellent des échelles de qualité de vie. Donc en gros, c'est la santé perçue du patient, et généralement, à propos de pathologies, les personnes qui peuvent être atteintes de pathologies un peu lourdes ou maladies chroniques, ils ont mis au point des questionnaires qui demandent à la personne quelle est la qualité de votre sommeil, les douleurs, etc. Ils font des espèces de scores et ils regardent ensuite ils appellent ça l'échelle de qualité de vie. Si, en fonction de ça, s'ils peuvent faire évoluer, c'est une façon de prendre en compte, je dirais, la parole du patient face au traitement qui lui est proposé ou imposé selon les cas. Les géographes aussi considèrent que le cadre de vie ou les conditions de vie sont des paramètres quantifiables qui peuvent leur permettre d'élaborer des indicateurs. La construction d'indicateurs concerne souvent les milieux urbains, mais il faut noter l'absence de consensus entre les chercheurs qui élaborent des cadres conceptuels différents selon les populations et les situations étudiées, me semble-t-il. En effet, la construction d'indicateurs de qualité de vie n'est pas chose aisée. Les indicateurs servent à répondre certes à des objectifs qui sont souvent orientés vers l'action, mais ils ne peuvent pas se cantonner dans le seul registre technique. Ils doivent prendre en compte les représentations et les perceptions, c'est-à-dire l'image que se font les habitants de l'espace qui les entoure. Je ne dis pas que ce n'est pas ce que font les personnes qui mesurent des indicateurs, mais il y a des nuances. Alors, je voudrais citer, parmi les derniers, moi je trouve développement ou avatar, je dirais que c'est un avatar, j'ai découvert ça. Alors, hier, on a parlé du PIB, de l'IDH, l'indice des libertés, etc. Il y a plein d'autres indicateurs qui sont mis en main. J'en ai découvert un qui s'appelle, je ne connaissais pas, c'est certain, l'indice de développement inclusif, IDI. C'est dévoilé au dernier forum économique de Davos, qui prend en compte 12 paramètres regroupés en 3 catégories. La première catégorie, c'est, je cite, croissance et développement. La deuxième, c'est inclusion et équité générationnelle. Et le troisième, c'est développement durable des ressources naturelles. Alors, je trouve que faire dernièrement un indice de développement inclusif, ça ne me paraît pas très original, parce que
si on prend les trois catégories, c'est les trois piliers du développement durable. Hein. C'est la conférence de Rio 92, et même un peu avant, puisque c'est la commission Brundtland qui a fait apparaître le terme, je crois, en 87. Et les trois piliers du développement durable, c'est l'économique, le social, l'écologique. C'est la même chose que la croissance, développement, inclusion et équité générationnelle, développement durable des ressources naturelles. Donc, comme quoi, finalement, les économistes sont pas toujours à la pointe, en tout cas pas dans ce domaine. Alors, la qualité de vie, c'est aussi des enjeux. Je suis toujours... Il me reste 5 minutes, très bien. Donc, je vais aller un peu plus vite. La qualité de vie, c'est les enjeux. Donc, les enjeux de la qualité de vie, bah, évidemment, c'est pas nouveau, hein, c'est ce qu'on a dit. C'est sous la forme du bien vivre, du bien-être, du bonheur. La question de la qualité de vie a traversé toutes les époques de l'humanité, on est d'accord. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la volonté d'utiliser le concept ou la notion, hein, le philosophe faisait remarquer que ce n'est pas vraiment un concept, pour servir de fondement à des programmes opérationnels et à des interventions concrètes, notamment dans les domaines des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'aménagement. Donc c'est devenu à ce titre, je pense, un enjeu dans nos sociétés. Et d'ailleurs, le terme de qualité de vie est aujourd'hui largement utilisé dans toutes les strates de la société. Hein, aussi bien à titre individuel que collectif, qu'on soit simple citoyen ou décideur politique, dans les domaines de l'environnement que dans celui de la santé. Alors c'est vrai que là, je vais passer donc plus rapidement. Il y aurait toute une histoire à faire. Le concept de qualité de vie dans les années 60 était un concept très utilisé, et il était utilisé pour répondre dans une période de pleine croissance. Hein, c'était après la remise en cause un peu jusqu'au premier choc pétrolier, la remise en cause de cette croissance un peu linéaire, dans laquelle effectivement les populations avaient l'impression qu'il y avait une dégradation de leur qualité de vie, avec ce qu'ils voyaient apparaître autour de la question qui commençait à apparaître, que pointait l'écologie, les pollutions, les nuisances, et plutôt généralement les nuisances du monde urbain. Donc, les régressions du monde urbain, cadre de vie agréable, bonnes conditions de travail. Donc la qualité de vie, alors en France, peut-être, juste sur les questions d'implication, je trouvais ce document qui me paraissait intéressant, c'est qu'il s'agit d'un terme largement utilisé par les décideurs et les politiques en charge de la question des affaires de la cité. Alors il était intéressant, le document que je vous présente, c'est un document il y a eu des commissions, maintenant il n'y a plus de plan, hein, les commissions du 11e plan, il en existait une qui était intitulée « Environnement, qualité de vie et croissance ». Et que dans le rapport publié en 1993 par le Commissariat général au plan apparaissait une hiérarchisation des termes en un titre ainsi formulé « Croissance et environnement, les conditions de la qualité de vie ». Croissance et environnement, les conditions de la qualité de vie. Et cette formulation, bien entendu, n'est pas neutre. Et elle découle de la présentation qui est faite dans le premier chapitre de ce rapport, consacré aux enjeux de l'environnement dans les années 90, ou un schéma, c'est celui que je vous présente. Donc le schéma présente le terme de qualité de vie au sommet, un petit peu comme but à atteindre, d'une construction qui a pour sous-bassement la santé, le cadre de vie, le patrimoine naturel et culturel, eux-mêmes en relation avec d'autres éléments considérés comme plus mineurs. Alors, 2 points avant de terminer, rapidement. Le premier point, on ne peut pas parler de qualité de vie sans parler de développement durable. C'est vrai qu'à Rio, à la conférence de Rio en 92, on aurait pensé plutôt, on serait attendu à voir apparaître le terme de qualité de vie comme un terme important, alors que finalement il a été complètement gommé et que c'est celui de développement durable qui a pris corps. Qui a pris corps dans le discours des scientifiques. Parce que quand vous discutez avec les populations, peut-être un peu plus dans les dernières années, elles ne vous parlent pas de développement durable. En tout cas, ce n'est pas le terme qu'elles emploient. Elles en décrivent les composantes, mais elles ne disent pas le développement durable. Donc il y a peu de choses. Par contre, vous voyez la définition de développement durable, Commission Brundtland, développement qui répond aux besoins des présents sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Le seul programme qui a vraiment fait le lien entre développement durable et qualité de vie, c'est un programme de l'UNESCO qui disait vouloir satisfaire aux besoins des populations urbaines actuelles sans compromettre la qualité de vie des générations futures. C'est un peu une façon de reprendre la définition du développement durable. Mais c'était ça, je vais passer rapidement. Pardon, je vais revenir. Et deuxième point quand même, je voulais faire un petit ainsi là-dessus, c'est sur la qualité de vie comme concept universel. Puisque le colloque traite du bien-être au nord et au sud. Le collègue vient parler justement pourquoi du nord vers le sud. Hein. Et à propos de 2 points,
C'est vrai que la qualité de vie est un terme qui est largement utilisé dans les pays industrialisés pour parler de la vie en ville comme principe de gouvernance, comme approche du bien-être des individus, mais on doit s'interroger sur la pertinence de son emploi pour les pays du Sud. Il faut reconnaître que les pays du Sud ont certaines spécificités, celle de présenter une prégnance du milieu écologique plus forte. Par exemple, les zones tropicales ou sahéliennes sont plus dures pour la vie des populations, incontestablement génératrices de nombreuses maladies. Et celle aussi peut-être d'avoir un niveau plus faible de développement économique que les pays industrialisés. Mais doit-on pour autant considérer que la qualité de vie n'est pas un concept applicable pour des pays qui n'ont pas atteint un niveau suffisant de développement économique? Alors, c'est vrai que là les avis sont partagés. Il y en a un certain nombre qui pensent que... je pense que c'est un concept qui est généralisable, qui est applicable à tous les pays. Je ne souscris pas à cette approche, car je pense que les pays du Sud sont soumis aux mêmes règles économiques du marché dans un contexte de mondialisation et aux mêmes phénomènes d'urbanisation qu'ont connus les pays industrialisés. Ils ont par ailleurs accès aux nouvelles technologies de l'information et les jeunes ont des aspirations en matière de mode de vie semblables à ceux des pays industrialisés. En même temps que la définition de la qualité de vie est mouvante selon les perceptions des individus, elle est aussi de plus en plus dépendante des modèles politiques et économiques du libéralisme, à mon sens. Donc, s'agissant de l'universalité du concept, il faut aussi s'interroger sur un deuxième point, sur la qualité de vie et la croissance démographique. La surpopulation est en effet perçue comme un péril, et les mots ne manquent pas pour dénoncer le danger du grand nombre d'hommes sur Terre qui conduirait à une dégradation de la qualité de vie. Donc, on est d'accord sur les termes, manque de ressources pour nourrir convenablement la population mondiale, aggravation des inégalités entre pays, industrialisés et autres, migration qui en découleront avec leurs conséquences sociales, économiques, politiques, conflits et guerres inévitables, épidémies. Ce n'est toutefois pas l'avis d'Hervé Lebras, par exemple, qui considère, dans son ouvrage sur les limites de la planète, que la croissance démographique n'est pas un obstacle à la qualité de vie, en montrant à l'échelle des pays, alors c'est une analyse macro bien sûr, qu'il n'y a pas de relation entre densité de population et indicateurs de qualité de vie. On peut avoir une densité de population faible ou importante et des indicateurs de qualité de vie qui sont plus ou moins bonnes. C'est pas lié. C'est pas parce que les pays, la densité de population est importante que la qualité de vie est nécessairement moindre que dans d'autres pays. Alors en conclusion, je reviendrai sur le fait que mon interrogation première autour de l'emploi des termes bien-être et qualité de vie, notamment sur la question de l'individuel et du collectif. Alors le ressenti de la qualité de vie, c'est tout un jeu de représentation qui relève évidemment d'une question personnelle. Mais il est bien clair qu'on est en même temps au cœur d'une analyse sociétale, puisque ces perceptions s'inscrivent dans un environnement collectif. Nous sommes tous confrontés à la nécessité de vivre en société, donc à vivre ensemble, quelque part. Donc confondre qualité de vie et bien-être, même si c'est souvent le cas, n'est à mon sens pas justifié. C'est Abramos qui disait, je crois qu'il faut tenter de penser avec rigueur les concepts flous. Le bien-être, c'est vraiment une approche psychologique, pour moi, centrée sur l'individu, sur la satisfaction de ses besoins, élémentaires en premier lieu, et puis plus largement de plénitude personnelle. En revanche, la qualité de vie, c'est une dimension plus collective qui implique de prendre en compte en plus la relation à l'autre dans un espace particulier. Alors la question de la qualité de vie est en effet à replacer dans une dimension plus générale. Donc la qualité de vie, je conclue, revient donc aujourd'hui sur le devant de la scène, à mon avis. Au nom de la qualité de vie, nos contemporains font entendre leurs aspirations envers un autre développement, un développement dont la finalité est le plein épanouissement de l'être humain et non pas la recherche du profit maximal ou la poursuite d'aventures technologiques comme fin en soi. Donc, à mon sens, ce dépassement, si on veut tenter de répondre à la question, est indispensable si on veut tenter de répondre à la question comment vivre ensemble autrement. Et je conclus là. L'objectif n'est-il pas de vivre ensemble, mais de vivre ensemble autrement pour en fin de compte arriver à chacun vivre mieux. C'est comme ça que je conclurai. C'est à mon avis, en ce sens que les deux termes bien-être et qualité de vie, bien que différents, peuvent se rejoindre dans la mesure où vivre ensemble, qui est la dimension collective et du ressort de la qualité de vie, et le vivre mieux, qui est la dimension individuelle, se rattache au bien-être. Je vous remercie. Donc il est architecte de formation. Et commence sa carrière en 79 en réalisant donc des bâtiments sociaux et déjà en s'intéressant à la construction de bâtiments économes en énergie. Donc il s'intéresse déjà à la question de l'environnement. À partir de 97, il fait partie d'architectes associés pour l'environnement, avant de rejoindre
dès 2008, la fondation dont il va nous parler aujourd'hui, la fondation AYA, qui est une fondation d'entreprise, qui poursuit plusieurs missions, parmi lesquelles la prise en compte des questions environnementales dans la fabrique de la ville, et corrélativement une réflexion sur la santé et le bien-être dans la ville. Il est d'ailleurs ici donc, pour nous présenter non seulement les travaux de sa fondation, mais plus particulièrement un ouvrage qui a été publié récemment, c'est-à-dire Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé. En effet, allant à l'encontre de l'idée répandue selon laquelle la ville est vectrice de nuisances et de stress, et donc perçue de façon essentiellement négative, il défend au contraire l'idée, alors lui et son équipe, puisqu'il y a toute une équipe de recherche qui a produit cet ouvrage, ils vont donc à l'encontre de cette idée pour contrecarrer cette thèse en disant que vivre dans un grand centre urbain peut au contraire assurer à la fois santé et bien-être, et est même vecteur de santé et de bien-être plus favorablement que d'autres contextes de vie. Voilà, donc en fait je vais le laisser évoquer donc ces notions de bien-être dans un cadre donc urbain, et avec sa qualité donc à la fois d'architecte et donc de perception sciences sociales en fait. Vous êtes un petit peu au cheminement entre les deux. Santé, environnement. Voilà, donc je vous laisse la parole et nous pourrons discuter ensuite justement de vos perceptions distinctes. J'étais très intéressé par l'intervention de Daniel juste avant, et donc j'ai pensé, parce que comme disait Sophie, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis en place toute la réglementation thermique qui est en place aujourd'hui, dans les années 80, et on avait une phrase, quand on analyse trop des choses, on avait une phrase sur les statistiques. Nous, on travaillait sur la notion de confort, et on pensait on disait, pour les statisticiens, la confort, c'est avoir les pieds dans le congélateur et la tête dans le four, parce que la température médiane, c'est 20 degrés. Donc, on était déjà un peu sceptique sur l'analyse trop forte trop précise de notions qui sont quand même des notions avant tout humaines. On dit bien qu'il y a des pays pauvres où on vit bien et des pays riches où on vit très mal, quoi. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vis actuellement dans mes voyages, beaucoup. Donc, tout cela doit être, je pense, tout à fait relativisé et humanisé. Disons, il faut toujours que l'humain soit au centre dans tout ce qu'on fait. Donc je vais vous présenter un travail que l'on mène depuis 2014 sur donc l'architecture, santé, environnement. Donc un petit mot simplement sur la fondation. On est en train de refaire notre site, mais peut-être ce qui peut vous intéresser en fondation aujourd'hui, ce sont les rendez-vous de la fondation. On a fait une douzaine de rendez-vous avec des personnalités assez intéressantes, et vous avez tous les films sur YouTube. Vous avez tous les liens des conférences de ces personnes-là sur YouTube ou sur Vimeo. Le livre, donc, il y a un premier livre pour vous éviter d'acheter celui-là. Le premier livre qu'on a fait, qui s'appelle « Et si la ville favorisait la santé et le bien-être », qui a été épuisé, mais qui est en ligne. Vous l'avez en ligne sur le site que vous voyez là, de Ville Santé. Donc, vous l'avez en PDF. Vous pouvez le télécharger en PDF. Et en fait, il y a l'essentiel, la base du départ du livre, qui est disons la position du problème. Donc, et puis la méthode d'approche que nous avons proposée sur le sujet. Donc, comme toutes les recherches, elles se font habituellement en quatre volets. Donc, la question, on pose la particularité de l'homme par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui pose des questions, alors que l'intelligence artificielle a réponse à tout. Donc voilà. Dans une recherche, une grande partie du travail, c'est de poser les bonnes questions, ou la bonne question. Donc on s'est posé la question de la ville, qui devient aujourd'hui le lieu de rassemblement humain et qui a toujours été le lieu de création de richesses et d'idées. Pourquoi ne favoriserait-elle pas la santé et le bien-être? Après, on s'est interrogé sur
les vecteurs de crise, enfin les facteurs de crise et les vecteurs de bien-être, c'est-à-dire ce qui créait les problèmes en ville et comment on pouvait trouver des vecteurs qui pouvaient favoriser le bien-être en ville. Après, on verra un certain nombre d'exemples de villes stimulantes pour le grand nombre, c'est-à-dire regarder un peu ce qui se passe, pourquoi ces villes-là sont intéressantes, et puis en démonstration, on a fait des workshops, on a fait un certain nombre d'expérimentations sur des projets plus ou moins importants, ce qui peut aller du projet architectural jusqu'à une ville nouvelle. Voilà. Alors, pourquoi deux ouvrages? Parce que le premier qui a été donc qui a été épuisé assez rapidement. C'était la 3e vente de livres d'urbanisme, donc en 2016. Et donc, on s'apprêtait à le rééditer. Et puis, en colloque en Chine, il y a un institut de recherche chinois, l'Institut CFLD, qui nous a demandé de le traduire. Je lui ai dit non, on ne va pas traduire ce livre-là, il n'y a que des exemples occidentaux. Donc, si vous voulez, on peut faire un petit bout de chemin ensemble et puis s'iniser et compléter ce livre ensemble. Et voilà. On a passé une année de workshop avec eux à Pékin et à Paris, ce qui était passionnant. Pourquoi c'était passionnant? Parce que, vous savez, la santé occidentale, c'est une santé essentiellement curative. On va voir un médecin quand on est malade. Alors que la santé orientale, et particulièrement en Chine, on va voir un médecin pour qu'il vous garde en bonne santé. Et pour lui, pour le médecin chinois, c'est un échec quand vous tombez malade. Donc c'est complètement inversé par rapport c'est une notion complètement inversée où le bien-être prend un sens complètement différent, justement, entre la vision orientale et occidentale de la santé. Encore que nos anciens considéraient que la santé devait être avant tout préventive. Donc, si vous voulez, ce workshop nous a ouvert vers d'autres horizons et nous a surtout sensibilisé sur l'aspect préventif que pourrait avoir l'architecture ou l'urbanisme d'aujourd'hui. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs de notre travail? Donc, d'abord, la ville, aujourd'hui, la majorité vit en ville depuis le début des années 2000, et puis on considère qu'à la fin du siècle, que même avant la fin du siècle, la quasi-totalité de la population sera urbanisée. Alors, que sera cette urbanisation? On ne sait pas encore, mais elle sera sûrement très, très, très mixée avec la nature, on l'espère en tout cas, puisque c'est avec elle que l'on vit le mieux. Mais bon, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que 1 million de personnes rejoignent la ville chaque semaine et que ça va très vite et que c'est quand même le lieu aujourd'hui où il faut essayer de trouver des solutions, des solutions de bien-être. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où la population urbaine a dépassé la population rurale, l'espérance de vie en ville, dans les villes et surtout dans les centres urbains, il y a un problème. En fait, à la même période, entre 2002 et 2008, l'espérance de vie dans les villes a dépassé l'espérance de vie à la campagne. Donc, les idées reçues, c'était qu'on vivait bien à la campagne, qu'on vivait mieux à la campagne. Eh bien non, on vit plus longtemps en ville qu'à la campagne, et ça s'accélère de plus en plus. Alors, c'est pas pour cela qu'on vit mieux, forcément, et vivre longtemps, c'est pas forcément vivre en bonne santé longtemps. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'arrivée des maladies chroniques qui touchent quasiment actuellement la moitié de la population mondiale et qui va s'accélérer également, puisque, enfin, si je peux vous expliquer pourquoi, si vous voulez. Donc, vous savez que les maladies chroniques aujourd'hui, plus l'espérance de vie augmente, plus la proportion des maladies chroniques augmente, puisqu'il y a plus de personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont une ou plusieurs maladies chroniques. Et parallèlement, avec les perturbateurs endocriniens, maintenant, les enfants héritent aussi d'un certain nombre de maladies chroniques. Ce qui fait qu'entre la population
vieillissante et l'arrivée des enfants, ça fait quasiment la moitié de la population mondiale qui est atteinte aujourd'hui de maladies chroniques. Voilà. Donc, il va falloir adapter notre cadre de vie à une population dont une personne sur deux aura un problème. Donc, voilà, la ville doit pouvoir, le cadre de vie et la ville doit pouvoir s'adapter à cette donnée-là. Et c'est là-dessus, ce sont les éléments qui nous ont fait nous pencher sur, et bien sûr, les problèmes d'environnement et de ressources naturelles, qui nous ont fait nous pencher sur ce sujet-là. Alors, quand on se parle de santé, bien sûr, architecture, santé, environnement, et là, donc Daniel nous en a parlé tout à l'heure, on se penche sur... Vous voulez qu'on change on couper celui-là. Voilà. On se penche sur bien sûr sur la définition de l'OMS dont on nous a parlé tout à l'heure, qui est donc un état complet de bien-être physique, mental et social. Mais ce qui est intéressant, c'est que 40 ans après le préambule de la Constitution, il y a eu la charte adoptée à Ottawa sur la promotion de la santé. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'OMS a dit la santé, c'est pas seulement une question de médicalisation, c'est aussi une question de se prendre soi-même en main et de faire de l'exercice physique, faire attention à ce que l'on mange, avoir finalement une vie saine. Donc, la promotion de la santé est avant tout celle de l'individu. Lui, il doit se prendre en main et ça a donc déclenché tout un environnement qui est aujourd'hui beaucoup dans les applications aussi de vos smartphones, du bien-être, de qualité de vie, méditation, yoga, etc., même chorale, tout ça. Il y a tout un tas tout un tas d'activités qui participent à ce bien-être. J'ai appris dernièrement, en surprenant, que dans les entreprises, dans les comités d'entreprise, avant c'était le yoga qui arrivait devant, la demande. Maintenant c'est la chorale. Les gens veulent des chorales dans les entreprises. Voilà. Mais c'est une forme aussi d'épanouissement personnel, de besoin aussi de bien-être. Et ça a été déclenché donc en 86 par cette demande de promotion de la santé humaine. Voilà. Alors, quel est le lien entre l'architecture et la santé et l'environnement? Je vais vous donner là vous allez voir l'exemple de Paris, tout simple. Okay, voilà, donc les grandes épidémies de choléra à la fin du 19e siècle, et donc ça a donné toute l'architecture hygiéniste et toute l'architecture d'Haussmann. Tout ce que vous avez à Paris aujourd'hui, et de Belgrand et d'Alphand, c'est le résultat, c'est le résultat de ces grandes épidémies de choléra et de peste à Paris. Puis après, vous avez donc ça a créé l'architecture hygiéniste, les égouts, tous les systèmes d'assainissement qui ont quand même bien éradiqué tous ces sujets-là. Mais même si on s'est rendu compte que c'était des virus, après Pasteur, il a trouvé le virus et on sait les soigner de manière médicale. Mais ça a déclenché, c'est un lien direct avec l'architecture. Et même chose pour l'architecture blanche liée à la tuberculose. Une personne sur 6, donc au début du XXe siècle, mourait de la tuberculose. Et on a donc recherché, ça a été l'architecture des sanatoriums, recherché de faire entrer la lumière dans les appartements. Donc les rues se sont écartées, donc l'urbanisme a pris une autre dimension. C'est allé bien sûr jusqu'aux grands ensembles, qui à l'époque était un progrès énorme et qui après, pour des problèmes de société et de sociabilisation, sont devenus des lieux plus difficiles à gérer. Et aujourd'hui, au début du XXe siècle, ce sont les maladies du XXIe siècle, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, et là, donc, on a vu arriver les notions de walkability, de marchabilité, de bien-être, de besoin donc d'activité physique. On voit sur les affiches, éliminer, manger, bouger, éliminer, tout ça. Bon,
pour éviter, pour aller. Et puis se sont créés aussi, maintenant, on commence à se créer les voies piétonnes, les voies vélos et tout ça, et toutes ces choses-là. On arrive maintenant, on commence à réfléchir aujourd'hui au problème donc de l'arrivée des maladies chroniques avec ce qu'on appelle les villes éco-intelligentes ou les villes durables, qui essayent de trouver une vie plus calme, une vie plus proche et on recherche un peu la ville durable, mais on est au premier balbutiement. C'est très la ville éco-technique, alors que je pense que que l'humain recherche autre chose. Donc voilà, bon, ici vous avez les points, les deux points importants, l'architecture blanche et l'architecture d'Haussmann. Et ici, je voudrais vous m'arrêter une minute sur sur le travail qui a été fait à New York, donc pour les maladies cardiovasculaires. Ça s'appelle l'Active Design Guidelines. Vous trouvez ça sur Internet, bien sûr. Donc à New York, ils ont mis en place une méthode d'approche par rapport aux maladies chroniques, obésité, diabète cardiovasculaire et respiratoire, et sur le design, à la fois sur le design urbain et sur le design de l'architecture des immeubles. Et donc ils ont créé des voies piétonnes, des rues piétonnes, des accès facilités au transport en commun. Ils ont créé tout un réseau différent dans la ville de New York en urbanisme. Ils ont aussi promulgué les escaliers, l'activité physique à travers les escaliers, proposant que les ascenseurs qui étaient toujours mis en façade quand on arrivait dans un hall d'accueil soient mis à l'arrière, et que soit plutôt qu'on essaye de mettre en scène des escaliers intéressants pour que les gens puissent les prendre avec des arrêts, avec des possibilités d'exposition à paliers et tout ça, ainsi de suite. Donc en fait, ça a été une progression spectaculaire, puisque New York était la ville où il y avait eu le plus d'accidents cardiaques dans les années 80, et puis aujourd'hui c'est celle où il y en a le moins aux États-Unis. Voilà, donc ça a été inversé complètement. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais bon, en tout cas, on voit que les problèmes donc de santé ont encore influencé l'architecture et le design. Voilà, donc, et en plus, ça a participé aussi au problème d'économie d'énergie, de réduction de l'énergie grise. Tout ça, ça a créé tout un mouvement dans la ville de New York. Voilà. Autre exemple dont je voudrais vous parler, c'est la ville de Détroit, qui a perdu la moitié de sa population donc, en 50 ans. Et donc, Détroit a été fait. C'est un endroit aujourd'hui où beaucoup d'étudiants vont faire beaucoup d'équipes d'étudiants vont sur place pour regarder ce qui se passe, parce que c'est très intéressant. Alors Détroit, c'est une ville avec tout à fait pavillonnaire. C'est une ville dortoir avec avec l'usine Ford qui a donc arrêté pratiquement son activité, et donc la moitié des pavillons se sont retrouvés abandonnés, voilà. Et donc il a fallu et alors il s'est passé quelque chose d'étrange d'ailleurs, qui est tout à fait incroyable, étrange, mais qui s'explique techniquement, c'est que le réseau d'égouts s'est bloqué, puisqu'il n'y avait plus de débit dans les égouts, donc ça s'est bloqué, ça s'est paralysé, donc la ville de Détroit à un moment n'avait plus de système d'égout. Il a fallu réfléchir à une façon de revoir les choses de manière moins globale, mais plus proche, c'est-à-dire de regarder la notion de proximité. Donc, ils ont repensé la ville en fonction de ces petits îlots, et les îlots abandonnés, ils les ont transformés à un certain nombre de ces parcelles-là, à un certain nombre d'activités qui n'existaient pas. Des activités à la fois sociales, des petites stations d'épuration mais écologiques, des jardins d'enfants, des écoles d'à proximité, ainsi de suite. Tout un tas d'activités qui en fait n'existaient pas. Les gens allaient travailler, revenaient. C'était assez pauvre au point de vue culturel. Et la ville est en train de complètement revivre à travers justement ces activités culturelles et techniques. Actuellement, c'est très intéressant, et c'est devenu un laboratoire de recherche assez fort pour les urbanistes. C'est une façon aussi de voir une ville se soigner quelque part, puisqu'elle était très malade, et puis tout d'un coup elle se soigne. Donc
l'exemple vite de Séoul aussi, de Séoul qui est en train complètement qui est en train de détruire, d'enlever complètement ses autoroutes urbaines pour faire des espaces verts. Alors au début, bien sûr, tout le monde a dit, un peu comme à Paris pour le périphérique, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas le périphérique, ou qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de voitures rue de Rivoli? Eh bien, finalement, les lieux qui ont été renaturés ou qui ont retrouvé la rivière qui avait été recouverte par l'autoroute avant, eh bien, ils sont devenus des lieux de vie, alors qu'avant c'était des lieux invivables qui étaient des entrepôts ou des lieux d'entreprise, mais très peu considérés. Aujourd'hui, la ville elle s'est gentrifiée dans ces lieux-là, et puis c'est devenu des lieux de vie très intéressants, et ça a enrichi quelque part la ville, et puis finalement les problèmes de circulation se sont résolus avec le temps. Voilà. Ils ont osé, on commence à oser aussi en Europe maintenant, surtout en Europe du Nord, voilà. Un point d'interrogation aussi, c'est ces villes idéales, ces villes connectées. Nous, dont on est extrêmement sceptique sur les résultats. La parfaite santé, vous connaissez sûrement la ville de Songdo, qui est entièrement instrumentée. Le miroir, le matin quand vous levez, il vous dit presque ce que vous devez manger, pas manger. Le réfrigérateur est aussi connecté avec tous les produits que vous avez dedans. Et puis en fait, on vous conseille une forme de vie à la fois dans l'alimentation, puisqu'on doit acheter tout dans les supermarchés locaux, dans les boutiques locales, et puis donc vous êtes un peu guidé, vous êtes complètement guidé dans votre façon de vivre. Et en fait, si vous ne suivez pas quelque part, vous êtes surveillé. Et si vous ne suivez pas les indications, et si vous tombez malade à cause de ça, votre assurance, le prix de votre santé augmente. Voilà. Donc en fait, votre assurance maladie varie en fonction de la façon dont vous écoutez ou non les conseils qui vous sont donnés. Alors, si vous vous intéressez à cette ville, il y a un reportage sur Arte qui était très intéressant. Et la dernière phrase, la dernière interview se passe justement sur cette petite promenade que vous voyez là. Et l'intervieweur, il demande à une dame, est-ce que vous vous sentez bien ici? Alors elle dit oui. Bon, écoutez, c'est calme, c'est pas pollué, c'est bien et tout ça. Mais elle me dit, mais c'est vrai que si je voulais tromper mon mari, je pense que je ne pourrais pas le faire ici parce que je suis trop surveillé. Quoi. Voilà. Elle se sentait entièrement surveillée. Quoi. Donc, il y avait quand même un mal-être important. Alors, comment, là, je viens vers la méthode que nous avons commencé à appliquer. Donc, on a regardé les aspects négatifs, donc les facteurs de crise de la ville, et puis les facteurs de bien-être, donc stress, insécurité, pollution, et puis la compacité, c'est-à-dire la proximité, l'intensité, et puis le suivi des maladies chroniques plus faciles aujourd'hui. Et donc, on a développé tous ces points-là de manière assez détaillée dans le livre. Quels sont les vecteurs de bien-être et quels sont les facteurs de crise. Alors, vous les voyez tous là, donc vous les retrouverez dans le livre. Et à partir de là, on a mis en place une méthode d'approche pour un peu stimuler l'innovation, parce qu'on considère qu'un peu comme pour les métiers, la plupart des métiers, ou plus de la moitié des métiers, sont à inventer. Vous le savez que ça change très très vite aujourd'hui. On pense aussi qu'aujourd'hui, dans la ville, il y a beaucoup de choses qui sont à inventer. Ils sont d'inventer de nouveaux lieux, de nouvelles façons d'habiter, de nouvelles façons de construire, de nouvelles façons d'organiser la ville. Voilà. Et donc, on a mis en place, sur les 3 points qui nous intéressaient, toujours architecture, métropole, santé et environnement, on a mis en place une sorte de grille interactive qui se croise avec habitat, mobilité, interaction, avec un certain nombre de notions. Cette grille, elle n'est pas figée,
il y a 162 critères qui nous concernent à nous. Elle n'est pas figée. Et aujourd'hui, il y a eu des applications, je vous montrais tout à l'heure, des applications où les personnes qui ont voulu appliquer, parce qu'on est une fondation, donc c'est tout ouvert. On n'a pas de propriété intellectuelle de ce qu'on fait. Donc vous pouvez utiliser ça si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, les urbanistes, qui utilisent cette grille, et vous pouvez l'amender, l'enrichir, enlever les notions qui ne vous intéressent pas et tout ça. Et théoriquement, si ça marche, je devrais avoir une petite animation d'1 minute, voilà, ça va marcher, qui vous montre comment ça fonctionne. Voilà, je fais ça parce que ça me fait, c'est plus rapide de le faire comme ça que de l'expliquer avec différents schémas. Donc, vous voyez, les éléments se mettent là. Donc, à partir de là, vous pouvez remplir toutes les petites cases avec des éléments, vous servir de ce qu'on a étudié nous, ce qu'on a rempli nous. Il y a 162 notions, mais vous pouvez les remplir différemment. Et à partir de là, l'idée, c'est de partir d'une lecture des choses à une vision. Et donc, par exemple, sur sa lecture sur le Maggie Center dont on va parler tout à l'heure, il y a un certain nombre de notions liées à l'architecture, à la santé et à l'environnement, à l'habitat, interaction sociale. Après, il y aura sûrement les problèmes d'équipement de service. Vous savez peut-être ce qu'est un Maggie Center. Ces éléments donc se rejoignent, créent une sorte de rosace de travail qui dégage les points forts de vision des choses. Voilà. Donc, ce qu'on vous a montré là, c'est la manière dont ça fonctionne sur Maggie Center. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Maggie Center. Maggie Center, c'est des petits pavillons qui ont été créés par Maggie Jenks, qui a été atteinte du cancer, qui sont des petits pavillons qui sont à côté de l'hôpital qui traite le cancer et qui permettent aux personnes de se retrouver, de vivre en fait, d'arriver à essayer de compenser leur peine par une espèce dans un lieu convivial où ils peuvent rencontrer les gens, se voir, faire la cuisine ensemble, tout ça. Donc il y en a et c'est parti de Maggie Jenks était paysagiste et elle était amie avec le chercheur Roger Ulrich. Alors ça, c'est intéressant parce que CNRS s'est beaucoup servi des travaux de Roger Ulrich qui a démontré que les malades qui avaient une vue sur la nature dans leur chambre d'hôpital se rétablissaient plus vite et plus durablement que ceux qui avaient une vue sur un mur ou qui n'avaient pas de vue sur la nature, sur l'arbre. Et il a donc démontré que la nature développait dans l'homme un état de bien-être important. Depuis, il y a eu beaucoup de recherches, surtout avec le CNRS. Donc vous regardez tout ça, c'est vraiment passionnant. Et maintenant, vous avez entendu parler des forêts thérapeutiques, des jardins thérapeutiques, des jardins familiaux, et ainsi de suite. Maintenant c'est un peu parti tout ça, c'est parti dans le bon sens en tout cas. Et donc je crois qu'il y a 12 ou 13 Maggie Center au Royaume-Uni. Là, on va en voir 3, là, celui de Koulas, Zahadid et Rogers. Et le premier, je viens de lire hier, j'ai vu une actualité, le premier à Barcelone, le premier Maggie Center qui vient d'être fait à Barcelone. Voilà. Donc, alors l'idée, donc, comme on a vu sur la petite cible, c'est qu'il y a trois idées fortes dans la Maggie Center. C'est un équipement greffon, donc c'est pas quelque chose qui doit être à côté de l'hôpital, qui ne doit pas être dans l'hôpital. Nous, qui, dans notre société, qui construisons pas mal d'hôpitaux, dans les programmes français d'hôpitaux, ils prévoient une salle ou un lieu dans l'hôpital de rencontre des personnes malades, atteintes, mais ça ne va pas, il faut que ce soit à l'extérieur, ils n'ont pas compris, ils comprendront peut-être bientôt, on va essayer à force. Et puis donc, ça doit être quelque chose de complémentaire, ça doit être... La qualité et la nature sont des remèdes, c'est la notion d'architecture placebo.
Voilà. Et puis les espaces doivent être pensés aussi pour la thérapie. C'est l'échange des espaces d'échange. Donc on voit par exemple sur un cahier des charges qui est unique où vous voyez qu'il faut que chaque donc que le Maggie Center sur ces 3 exemples soit à côté de l'hôpital et non pas dedans, qu'il soit entouré de nature qu'on recrée éventuellement, et qu'à l'intérieur, il y ait des parcours et des lieux qui permettent aux personnes de marcher, de se voir, de se rencontrer. Il y a toujours une cuisine collective centrale, un bar. Là, c'est assez intéressant à voir. Et c'est un lieu où on se sent bien. C'est un lieu de bien-être. Et c'est peut-être un des exemples à regarder de lieux où on se sent vraiment bien quand on rentre. Voilà. C'est pour ça que cet exemple est un peu emblématique. Voilà. Donc, vous voyez là, on revient sur cette cible du Maggie Center, qui est un des exemples, et il est évident que on peut faire une démarche symétrique, comme vous le verrez, et partir donc d'une lecture de cahier des charges pour, à travers son analyse, son angle d'approche, à travers cette méthode, trouver un angle d'approche d'un cahier des charges, ce qu'on appelle un cahier des charges, c'est-à-dire un problème qui est posé par quelqu'un, et puis choisir l'angle d'approche en fonction de cette grille. Il ne s'agit pas de trouver des solutions miracles, il s'agit de se positionner par rapport à un problème. Donc poser la bonne question par rapport à... C'est l'essentiel souvent. Donc, alors là, je vous donne aussi trois exemples, enfin un exemple sur 3 échelles différentes sur les infrastructures actives. Donc, vous avez le Rio Bezos qui fait 10 km à peu près, qui est le fleuve qui était à côté, qui fait la limite avec Barcelone, qui était le fleuve le plus pollué d'Europe et qui aujourd'hui a entièrement été remis en état par phytoremédiation, c'est-à-dire avec des plantes. Avant, c'était le potager de Barcelone. Après, bien sûr, c'est devenu le lieu le plus pollué, très pollué. Et maintenant, on commence à replanter du potager. Même chose pour Utan Park. Je ne sais pas si vous avez été à l'exposition de Shanghai. Donc là, ça fait plutôt 1 km, 1,5 km. C'est un parc. Ils ont créé pour dépolluer un terrain qui était industriel. Ils ont créé une sorte de bras, de méandre de rivière, et qui, à travers l'eau et les plantes qui ont été justement plantées, ils ont dépollué tout le terrain. Et aujourd'hui, on commence à reconstruire ce terrain qui était très dépollué avec la nature. Et enfin, en bas, à l'échelle de la rue, c'est les Green Street de Portland, c'est-à-dire qu'ils ont créé des rues où les eaux de ruissellement des voitures vont dans une espèce de caniveau qui est planté, donc ça dépollue l'eau des voiries, et ça crée aussi un paysage très vert dans les rues de Portland. Voilà. 3 exemples de politique urbaine qui peuvent vous intéresser. Copenhague, où le plan d'urbanisme général a été fait en fonction de la géographie, c'est-à-dire ils se sont servis de la géographie existante pour que aucun immeuble ne soit d'habitation doit se trouver à moins de 400 mètres, soit d'un espace vert, soit d'un espace, soit de la mer, enfin de l'eau. Voilà. Et donc c'est la nature qui devient le guide d'aménagement urbain. Là, les géographes, je pense qu'il y en a parmi vous, seront très contents parce que ça fait longtemps qu'ils militent sur l'importance de la géographie, le problème de géographie pour l'urbanisme, qui est souvent mis à l'écart. Et la géographie, on pourrait faire comme pour la santé, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. C'est vraiment souvent la géographie qui a guidé aujourd'hui les villes, l'implantation des villes, la manière dont se sont développées des villes. Voilà. Amsterdam, c'est sur les vélos. Bon, il y a beaucoup de vélos à Amsterdam, mais c'est devenu invivable, un peu comme ça commence à devenir à Paris, comme ça l'est dans 2 grandes villes chinoises, Pékin et Shanghai, où on ne peut plus marcher sur le trottoir. Il y a des tas de vélos partout et tout ça, et où les parkings de vélos, comme celui que vous voyez là, sont pires que les parkings de voitures. Et puis un échangeur que vous voyez à droite, qui est un échangeur de vélos aussi, qui a rien à envier à un échangeur de voitures. Donc si c'est pour faire les mêmes bêtises ou les mêmes absurdités avec les vélos qu'avec les voitures, il faut peut-être réfléchir à la manière dont on utilise le vélo. Voilà.
surtout quand il devient électrique, et donc on fait même plus d'efforts avec. Donc voilà. À Berlin, c'est l'histoire de Berlin. Vous savez qu'ils ont été bombardés 2 fois et quasiment rasés, et qu'il y a eu des famines très fortes à Berlin. Et donc ils ont créé des petits jardins pour vivre. Ils ont planté dans Berlin, et c'est devenu maintenant une qualité de vie. Il y a 80 000 jardins qui sont historiques et qui donc aujourd'hui sont amoureusement cultivés dans Berlin, et qui nourrissent une partie non négligeable de la population berlinoise. Comme quoi l'histoire aussi peut marquer également la vie d'une ville. Alors, je vais terminer par quelques applications que l'on a faites, c'est-à-dire vous avez des applications, vous avez par exemple j'ai un peu de temps, je termine. C'est la fin. Voilà, mais je termine là, c'est la fin. Dans des équipements, vous voyez la garde avec Engo Kuma, qui est un architecte avec qui on travaille et qui a adopté notre méthode là-dessus. On a fait aussi une ferme urbaine, et puis le quartier, donc dans le nouveau livre rouge là, c'est un quartier de Changsha de 80 000 habitants où on a appliqué aussi notre méthode. Et puis il y a eu pas mal de workshops qui ont été faits en Belgique, donc en Chine, à Bangkok aussi, et à Rabat. Voilà. Et puis en France aussi, pas mal des écoles qui ont appliqué, qui se sont penchées sur notre méthode et qui ont travaillé avec ça. Voilà, ça nous fait plaisir. On a des retours, on a fait des expositions. Vous avez des exemples aussi dans le livre de leur travail. C'est vraiment intéressant de voir comment chaque pays, chaque culture, chaque école voit les choses, s'approprie cette méthode. Et ça nous fait vraiment. C'est bien de voir, qu'ils la modifient, qu'ils l'enrichissent. C'est très intéressant. Voilà, que c'est complètement ouvert. Alors, simplement sur quoi nous travaillons actuellement, nous travaillons sur un schéma qui va être interactif, qui n'est pas encore abouti, qui est le rapport entre les déterminants de santé, la santé physique et mentale, et l'aménagement urbain ou l'aménagement architectural. Donc, ce sera interactif, c'est-à-dire à partir d'un point particulier, on pourra voir quels sont les liens avec l'aménagement urbain, la santé physique, c'est-à-dire comment un des déterminants forts de la santé, comme la lumière, par exemple, je peux vous donner l'exemple de la lumière. Par exemple, si une personne qui se lève le matin tôt, donc qui ne voit pas le soleil, ou qui ne voit pas la lumière, qui va travailler dans un lieu comme le métro ou autre, qui ne voit non plus pas la lumière de la journée, et quand il rentre le soir, il fait déjà nuit, il revient chez lui, eh bien, s'il ne fait pas attention, il va pas développer en lui ce qu'on appelle la mélatonine, dont on en parle beaucoup ces temps-ci, justement, et donc il va commencer à avoir des problèmes de sommeil, d'endormissement, il va devenir irritable, il va par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, tout ça, et il va se fragiliser tout doucement, et il va petit à petit devenir fragile et être très, très, très perméable aux maladies en général. Donc il va tomber malade plus souvent, et dans son travail, ça va se dégrader, dans sa vie sociale, ça va se dégrader, dans sa vie familiale également. Voilà, c'est un exemple clair entre l'importance de la lumière par rapport à la fois à la santé physique et mentale et le lien qu'il y a avec l'aménagement urbain ou architectural. Il y a beaucoup d'exemples, vous savez, il y a beaucoup de déterminants, et ça va bien sûr des perturbateurs endocriniens que vous avez partout, dans la peinture du plafond sûrement là, et voilà. Voilà. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on travaille actuellement, et avec un diagramme, on a actuellement à peu près 150 communications scientifiques. Chaque fois qu'on va cliquer là, on aura toutes les références, tous les liens avec les communications scientifiques. Donc vous pourrez aller voir tout ça, et puis vous demander où vous vous situez dans ce diagramme-là. Voilà. Les recherches en cours, donc ce que je viens de vous montrer, là, les liens urbanisme-santé, on travaille avec la Sorbonne dessus, donc voilà. On travaille avec aussi, on a fait une convention avec la Fondation Abbé Pierre, avec Emmaüs, sur la problème de la vulnérabilité des populations, de plus en plus, qui augmente, qui va augmenter de plus en plus avec
avec les migrations climatiques, tout ça, de plus en plus, on sera de plus en plus entouré de personnes vulnérables, et nous le sommes peut-être aussi un peu sans le savoir. Voilà. Après, nous travaillons aussi sur une approche prospective de la santé, la notion de maladie et de temps. Donc, les maladies chroniques, c'est devenu différent. Avant, on avait une maladie, on se soignait, c'était fini. Maintenant, non. On vit avec sa maladie. Donc, voilà comment ça se passe aujourd'hui, de vivre avec sa maladie, et comment aussi tous les équipements de santé sont en train d'évoluer pour se rapprocher de la personne qui est malade, et non pas, si tout le monde commence à devoir aller à l'hôpital central pour faire une chimiothérapie ou pour faire donc ça va pas se passer, ça va pas se passer bien. Voilà. Et puis on travaille aussi avec l'IRCAM sur le problème de perception sensorielle des espaces. Voilà. Là, si vous avez, je voulais simplement, si vous le voulez bien, vous passer le petit film de la Fondation qui résume un peu tout ce que j'ai dit. Ça dure 1 minute et ça va vous permettre de vous détendre avant les questions. Voilà. Quand on fait ce travail, on a été inspiré par le travail du Centre canadien d'architecture, dont on a parlé avec Josiane, qui fait un travail formidable. Il faut vous brancher sur lui, sur le CCA, Centre canadien d'architecture, et qui ont sorti en 2012 un livre qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle En imparfaite santé, la médicalisation de l'architecture, en 2012. Vous pouvez le commander, il est en français et en anglais. Et nous rentrons là donc ils ont fait une nouvelle exposition qui s'appelle Nos jours heureux, que nous sommes allés voir avec mon équipe à Montréal, donc il y a 15 jours, et donc qui s'appelle Architecture et bien-être à l'ère du capitalisme émotionnel. Et ces 2 livres sont essentiels pour comprendre le rapport entre la santé, l'architecture, et ils ont encore dans cette nouvelle expo de 2019 un coup d'avance sur nous. Et on a pris un bon coup à l'estomac en allant voir cette expo, et on est en train de recadrer, de réorienter notre recherche en fonction de ce qu'on a vu là-bas et du livre qu'on a ramené. Voilà. Donc c'est essentiel d'aller, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, ceux qui sont intéressés par mon exposé, de regarder ce que fait ces 2 bouquins, ces 2 livres du Centre canadien d'architecture. Voilà, merci. Je pense que les deux se complètent, répondent et posent des questions du même genre, j'allais dire. Ce que Daniel nous a présenté, en fait, c'est plutôt, alors en opposant, l'impression, c'était ta conclusion, qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition entre bien-être et qualité de vie, mais qu'il fallait peut-être plutôt voir ça comme un continuum.
parce que grosso modo, quand même, les notions qui sont interpellées par la qualité de vie, il y a quand même des résonances avec celles autour du bien-être. Et je me demandais, et tu l'as un petit peu indiqué, dès lors qu'on parlait de qualité de vie, ce dont on parle peut-être un petit peu moins actuellement, il y avait de la mesure, on cherchait à mesurer ça, et est-ce qu'il n'y avait pas une tentative un peu d'objectivation à partir de cette notion de qualité de vie, par la mesure, en mettant des indicateurs, de quelque chose d'un peu plus flou de bien-être. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentative-là? Et puis finalement, est-ce que, et ça me fait aussi penser à vos exposés d'hier, on n'est pas dans une perspective finalement bien-être, qualité de vie, dans ces termes-là, dans les termes que c'est exprimé, extrêmement normative et néolibérale. C'est-à-dire que ce qui m'a interpellé, c'est par exemple qualité de vie au travail. Quand on est marxiste, c'est quelque chose qui est totalement antinomique dans une approche marxiste. C'est pratiquement un cours, mais il y a très bon documentaire actuellement sur Arte, sur l'emploi et sur les approches marxistes. C'est vrai que c'est complètement antinomique. Et donc, est-ce qu'on n'est pas finalement dans une promotion d'une individualisation, d'une individuation très capitaliste, finalement, à travers de cette, alors je le boucherai un peu loin, mais à travers cette notion de bien-être, qualité de vie, et est extrêmement normative, finalement. Et est-ce qu'au contraire, avec un individu, et là je rejoins le second exposé, avec un individu qui doit toujours être, comme on l'a dit hier, plus performant, voilà, des injonctions de performance, et tout reporte sur l'individu. Et l'éternel problème de savoir est-ce que c'est l'individu à s'adapter, ou est-ce que c'est l'environnement qui doit s'adapter aux nouvelles, ce que vous disiez, François Caveille, aux nouvelles conditions de vie. Je pense par exemple à la question c'est l'éternelle question, à partir des personnes, par exemple, dites en situation de handicap. Il n'y a pas de communication là-dessus, c'est peut-être un peu. Mais on dit toujours, voilà, est-ce qu'il faut appareiller les personnes ou faire en sorte que les personnes puissent vivre dans un environnement qui n'est pas fait pour elles, enfin finalement, qui n'est pas adapté à elles. Donc, ou est-ce qu'il faut au contraire adapter l'environnement à ce qui se passe, voir nos universités par exemple, est-ce qu'il ne faut pas adapter l'environnement aux nouvelles conditions? Et donc, est-ce que vous renversez pas, vous essayez pas un peu de renverser la tendance par votre approche en disant il y a des nouvelles, alors c'est vous prenez beaucoup de déterminants, et ça pose aussi un autre problème de l'objectivation quand vous parlez de déterminants de la santé. Si on est médecin quantitativiste, ce que je ne suis pas, mais est-ce que vous pouvez objectiver, par exemple sur la lumière, ce que vous dites sur la lumière, est-ce que, si on est très scientiste, est-ce qu'on peut objectiver ça en disant la lumière, on peut, pour reprendre cet exemple-là, la lumière permet ou non de fragilité, la question de fragilité, parce que est-ce qu'on peut objectiver, quantifier, c'est pas du tout ma position, hein, mais je vois certains interlocuteurs quantifier cette notion de fragilité. Bon, voilà, c'était juste une réflexion comme ça, mais est-ce que dans votre approche, vous n'essayez pas aussi un peu de renverser, modifier un peu une certaine tendance de voir sur le bien-être, qualité de vie, etc., et d'avoir une vision un peu plus complexifiée, un peu plus, tout aussi politique, comme on en parlait hier, mais un petit peu différent. Qui veut répondre? Je réponds parce que j'ai pas de mémoire immédiate. Alors tout de suite, l'objectivation là. Moi, il y a aucune intention de quantifier. Mais on se rend compte de plus en plus dans ce qu'on fait, en tout cas dans l'aménagement urbain. Je suis architecte urbaniste, donc quand on fait une rampe, par exemple, c'est pas seulement pour les handicapés. Tout le monde est intéressé d'avoir une façon de monter agréable. Je peux vous donner le dernier exemple que l'on a avec Emmaüs. Vous savez qu'Emmaüs, vous savez peut-être qui développe les pensions de famille. Bon, les pensions de famille, c'est pour les gens qui sont en grande difficulté, très vulnérables. Donc on les met ensemble, tout ça. Il y a une cuisine commune. Ils arrivent on essaye de leur redonner. Ils retrouvent petit à petit leurs repères et tout ça, avec des lieux communs, en commun. Pas dire commun, en commun.
Eh bien, cet exemple de maison de famille, aujourd'hui, vous le retrouvez. Les grands promoteurs immobiliers à Paris, enfin en tout cas, hein, je peux vous les citer, maintenant, c'est devenu, ils font des immeubles avec des lieux, avec des salons, un coin salon à l'étage. C'est plus le couloir qui va dans les appartements. Une entrée avec un grand local vélo, par exemple, avec un lieu pour, si on veut, faire une laverie commune, pour pas que chacun ait sa machine à laver chez soi, des lieux. Et c'est devenu un argument de vente. Donc, quelque chose qui était un outil, un instrument, un investissement pour le lien social, vous vous rendez compte que pour des appartements de standing, ils ont aussi ce besoin-là. Donc, les besoins sont identiques. Vous voyez, c'est comme les rampes d'accès. Donc, quelque part, si vous voulez, on se rend compte qu'on a tous envie, on a quelque part besoin des mêmes choses. Donc, tout est aujourd'hui à réinventer. La manière dont on accède quelque part, la facilité d'accès, comment un espace vous inspire et vous aspire, ce qu'on appelle la polytonie. Nous, on a créé la notion de polytonie, qui est le contraire de la monotonie. Donc, on a des critères. On dit, quand on est dans un lieu, quand on se promène, comment on se repère et comment on a envie d'aller là, pourquoi, est-ce qu'il faut comment s'interprète l'adressage, par exemple. Moi, j'étais ce matin perdu dans le parking, là, à 8h30, j'ai appelé Josiane à l'aide, et donc elle était aussi au parking, on cherchait une place, on était un piéton et un automobiliste perdus dans un parking pour trouver où on allait. Voilà quoi. Donc, quelque part, il y a beaucoup de choses à repenser qui sont en fait liés à des sujets de bien-être pur, quoi. Voilà. Et il ne faut pas quantifier plus que ça. En fait, on revient dans des notions de bon sens, simplement, de bon sens. Et ce que je disais pour le confort, dans les années 80, quand on rigolait avec cette histoire-là, le confort, c'est d'avoir les pieds dans le réfrigérateur et la tête dans le four, c'est 20 degrés au centre du corps. C'était stupide, mais on rentre, on est tellement, ce qu'on a appris avec les Chinois, c'est la notion de globalité, quoi. Et pas de spécialité. Les spécialités, cette espèce de silotage que l'on a entre nous, Edgar Morin l'a bien expliqué, hein, avec la notion il a expliqué la notion de complexité qui est essentielle. Tout est dans la complexité aujourd'hui. Si on ne gère pas la complexité, si on reste dans son domaine en étant toujours expert dans son domaine, on va à la catastrophe, quoi. Et il faut relire le petit manuel de la complexité d'Edgar Morin, c'est tout petit, et puis on comprend à peu près tout avec ça, hein, donc voilà. Et il continue à en parler maintenant encore. Oui. Essayer de répondre rapidement, ça va être dur, mais de la même façon pour la qualité de vie comme le bien-être. Hier, le bien-être, on a bien compris la position individuelle, et puis il y a évidemment une dimension politique qui est le pouvoir du politique sur les corps. En gros, la question de la médicalisation. Je pense que la qualité de vie, c'est un peu pareil. La définition de l'OMS, c'est la perception qu'un individu de sa place dans la culture. Bon, mais c'est vrai que c'est un objet de recherche, mais c'est aussi un principe pour l'action, la qualité de vie. Et donc, dans la mesure où les politiques, où les décideurs, les aménageurs s'en sont saisis, évidemment, pour organiser, je dirais, l'espace et la vie des hommes, on crée le qualitatif suffit pas, donc on va vers la mesure, donc on crée des indicateurs. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt top-down, et aujourd'hui c'est plutôt bottom-up, mais on prend plus dans la construction des indicateurs le perçu élevé des individus, et donc on l'intègre, on co-construit, il y a des formes de géogouvernance, voilà, il y a plein de choses qui se font. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est qu'il y a un de mes collègues, Bernard Barraquet, il avait travaillé sur le bruit en ville. Et regardez sur les gens qui habitent sur les rues, les grandes avenues, le bruit reçu en façade. Alors évidemment, quand les gens passaient pour mesurer le bruit, je ne sais pas, en façade, ils recevaient 80 décibels ou 90 décibels, ce qui fait que ça fait quand même un impact assez fort. Et ensuite, ils s'étaient amusés, c'était drôle, à faire passer une équipe de sociologues derrière, qui, après les experts, après les scientifiques, avaient demandé aux gens comment ils percevaient la gêne pour eux représenter le bruit. Et ils pensaient qu'ils allaient leur dire, c'est le bruit, et dès qu'on ouvre la fenêtre, c'est insupportable. Mais pas du tout.
Les gens, ils disaient, le bruit, c'est le type dans sa baignoire le soir, c'est les talons de la voisine, c'est le gamin qui court dans les escaliers avec son ballon, etc., etc., etc. Donc, entre perception et mesure, il y a bien quand même une différence. Alors, c'est vrai que du côté de la perception, c'est l'individu qu'on met en place, et puis la mesure, elle peut aussi intégrer la perception. Et je terminerai peut-être là-dessus. Il y a Ulrich Beck dans la société du risque. En gros, il dit, c'est l'expertise scientifique et l'expertise profane. Il dit en gros, si je me souviens bien, l'expertise scientifique sans l'expertise profane, elle est un peu vide de sens. Et l'expertise profane sans l'expertise scientifique, elle est aveugle. Bon, je pense qu'on est un peu dans cette dualité, dans cette difficulté. Alors, c'est pas vraiment une réponse, mais je comprends bien ce que tu dis. Et en tant qu'anthropologue, j'y adhère. Et en même temps, on peut pas. Et c'est là où je trouve qu'on se rejoint dans nos deux exposés. Quand je disais que comment vivre ensemble autrement, pour chacun vivre mieux, finalement, c'est un petit peu dans cette dualité qu'on est et qu'il faut tenter de se situer. C'est comme ça que je répondrai. Oui, je profite d'avoir le micro pour moi aussi faire une petite remarque et peut-être vous poser une question. Je voulais revenir justement sur un petit peu sur ce qu'a dit Marc-Éric, c'est-à-dire la dimension politique de tout ce qui a été évoqué. Vous avez parlé par exemple de bien-être qui serait une notion plus individuelle, mais de quel individu parle-t-on en fait? C'est-à-dire, j'ai envie de reprendre en fait un peu ce que dit Cynthia Fleury quand elle oppose la notion d'individu à celle d'individualisme, pardon, à celle d'individuation. Est-ce que réellement la ville, bon, parce que donc, vous prenez le parti pris que la ville serait finalement un espace irrévocable, c'est-à-dire l'espace majoritaire de façon irrévocable et un espace potentiellement donc de bien-être et de santé. Mais alors justement, je rebondis sur ce que dit votre petit film sur ville dure, ville durable. La ville, en même temps qu'on se soucie qu'elle devienne de plus en plus durable, ne devient-elle pas surtout de plus en plus dure? C'est-à-dire cette concentration des populations dans les mégalopoles, en fait, qui sont d'ailleurs souvent plus subies que voulues. La durabilité de ces centres-villes, hein, car il faut bien le dire, enfin, à moins que vous contestiez cette position, mais j'ai bien l'impression quand même qu'on se soucie de la durabilité des centres-villes urbains, mais au détriment de quoi? C'est-à-dire d'espaces périurbains de plus en plus négligés, de plus en plus étalés, de plus en plus chaotiques, et justement d'une campagne qui n'en finit pas d'arriver finalement, puisqu'elle est de plus en plus éloignée des centres-villes. Ce sont des espaces aussi d'exclusion, de plus en plus durs. Donc voilà. Donc en fait, je m'interrogeais en fait sur la possibilité effectivement de penser une ville durable dans un esprit de justice sociale et qui me semble complètement essentiel évidemment pour que cette ville puisse être soutenable en fait. Oui, mais moi dans ce raisonnement, je me repositionne simplement. Qu'est-ce que c'est que la ville? C'est l'environnement créé par l'homme pour l'homme. C'est tout. C'est tout. Donc, on est là, on crée notre propre environnement. Alors, est-ce qu'il est nuisible? Ou est-ce qu'il est favorable? Ou est-ce qu'il est défavorable? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler en tant qu'architecte urbaniste. Il faut se poser la question. Et quand la santé devient au centre des choses, puisque la population est de plus en plus affectée par l'environnement créé par l'homme, tous les problèmes de pollution et tout ça, c'est notre activité qui le crée. Si on n'était pas là, ça n'existerait pas tout ça. Le cadre urbain, c'est le cadre humain, rien d'autre. Donc le fait de se pencher sur le cadre urbain, on peut toujours le critiquer et tout ça, mais nous l'avons fait nous-mêmes. Donc le fait de se positionner, d'avoir un angle de vue sur ce sujet-là et de dire essayons de regarder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de comprendre pourquoi on vit plus longtemps à des endroits qu'à d'autres, on vit mieux à des endroits qu'à d'autres, et ainsi de suite. Pourquoi les choses changent, évoluent, pourquoi, comment on fait, qu'est-ce que c'est que le bonheur, par exemple, aujourd'hui? Comment est instrumentalisée la notion de bonheur? Voilà. Quand vous regardez le dernier livre sur l'économie de Piketty est très, très intéressant, par exemple, sur la façon dont l'économie pourrait être une économie sociale, partagée.
Donc, devant l'urgence de l'évolution climatique. Mais l'évolution climatique, elle peut aussi avoir des bienfaits. Vous enlevez dans une ville, vous enlevez tout le stationnement de voitures particulières. Vous dégagez des hectares et des hectares d'espace. Vous reconsidérez la rue devient complètement différente. Alors, il fait plus chaud l'été, il tombe des trombes d'eau de temps en temps. Donc, alors, il fait plus chaud l'été, on va mettre des arbres dans la rue puisqu'il y a la place maintenant. Et puis, il y a les trombes d'eau qui tombent, et ben on va mettre un caniveau au centre, on va mettre de l'eau courante au centre. Ça va rafraîchir, ça va être joli, voilà. Et puis, tout d'un coup, la rue va devenir un lieu de rencontre, un lieu social, un lieu agréable, tout d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'on aura changé le paradigme à un moment donné devant la nécessité des choses. Et c'est un exemple, mais aujourd'hui on peut regarder tout un tas de problèmes dans la manière dont on peut les transformer positivement. Moi je ne suis pas du tout effrayé par l'immigration dans les villes. Pas du tout effrayé. Ouais, la mixité urbaine, ça a toujours fait la richesse culturelle et tout. Le fait qu'il faille accueillir des populations vulnérables, et ben voilà, mobilisons-nous et inventons des nouveaux espaces, des nouveaux lieux de vie, qui ne seront pas forcément des appartements enfermés les uns dans les autres, qui seront peut-être des lieux différents, peut-être qu'on vivra différemment. Ça ne me gêne pas du tout de réfléchir à tout ça. Ce qui me gêne, c'est de critiquer, d'être complètement dans la critique négative et de dire de toute façon on va dans la catastrophe. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, bien sûr je ne suis pas optimiste comme tout le monde, mais aussi on peut aussi regarder les choses de manière différente donc aussi, voilà. Et c'est cette façon, moi dans la recherche que j'ai initiée avec les gens autour de moi, j'essaye de leur passer, de leur dire voilà quoi, toute chose malheur est bon. À un moment il faut regarder comment ça va être quand il fera très chaud et quand il pleuvra beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire la rue? Quand il n'y aura plus les voitures particulières, quand on pensera le déplacement différemment, quand on sera obligé de ramener les lieux de travail à côté de l'habitation, parce qu'on sera obligé de le faire, eh bien ça se fera, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on réfléchit, il y a déjà des lieux qui sont comme on dit, résilients, qui peuvent faire du logement demain, puis après ils peuvent faire des bureaux, puis aussi les activités changent, ça devient des activités propres. C'est plus de l'industrie, c'est plus ce qui se passe à Rouen et tout ça. Donc c'est en train de changer, les choses sont en train de changer rapidement. Et ben, regardons ce changement et essayons de le voir avec certains critères objectifs en disant on est une population on se rend malade quelque part, on se fragilise. Comment peut-on créer des lieux qui peuvent recevoir déjà cette fragilisation et qui peuvent éventuellement nous soigner un petit peu ou nous aider à nous remettre sur pied. C'est ça, c'est aussi le temps long. Hein. Bon, c'est pas le temps court, mais les petits exemples que je vois tous les jours dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on mène tous les jours dans notre bureau. On a un bureau d'architecture assez important, on est 700 personnes, donc on travaille un peu dans le monde entier, donc on voit beaucoup de choses, mais c'est pas forcément négatif. On se bat contre des cahiers des charges débiles, bien sûr, qui ont 20 ans d'âge. On va construire l'hôpital Nord de Paris avec un cahier des charges que quand il sera construit en 2026, il sera obsolète complètement. Et la PHP ne réagit pas. On construit actuellement l'hôpital de Nantes avec 18 salles d'opération, parce que chaque chirurgien, il veut sa salle à lui, qu'il utilise 1 ou 2 fois par semaine. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui, le soin en France. On a construit beaucoup d'hôpitaux, on est spécialiste dans le domaine. On voit cette absurdité dans notre domaine. Mais cette absurdité, elle existe partout. Voilà. Et il faut que ça change, et voilà. Et puis ça change par les petites luttes de tous les jours, les petites actions de tous les jours, et voilà. Et puis il faut essayer d'y arriver, parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Merci. Je veux bien essayer juste de dire un petit mot là-dessus. Pessimiste, oui, le pessimiste il dit ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, et l'optimiste il dit mais si. Mais enfin trêve de plaisanterie. Sur la ville quand même,
surtout sur les villes du Sud, mais pas que les villes du Sud, c'est vrai que la ville, elle offre un éventail de ressources plus important aux populations qu'en milieu rural. J'en sais rien, l'accessibilité aux soins, enfin, les transports, un certain nombre de choses. Mais quand même, il ne faut pas voir ça de façon trop globale non plus. Certes, la ville peut-être offre un éventail de ressources plus important, mais c'est aussi celle qui expose les plus démunis. C'est là aussi on trouve les plus démunis qui sont finalement exposés à des conditions de vulnérabilité matérielle et, je dirais, et sociale plus grandes. Et donc, c'est pas inintéressant parce que ça permet de voir au sein d'un même espace ou au sein d'une même ville ou d'un quartier à l'autre ou au sein d'un même quartier, qu'il peut y avoir des catégories de population qui vont se trouver dans des conditions de vie extrêmement différentes. Et c'est aussi une dimension à prendre en compte dans la gestion de la ville et dans l'expression de la qualité de vie, du bien-être, de l'aménagement urbain, etc. C'était juste ce que je voulais signaler. Merci. Plus qu'une question, c'est une toute petite remarque. C'est-à-dire que je n'oppose pas une perspective optimiste à une perspective pessimiste. Il s'agit de reconnaître d'abord le pouvoir de nos savoirs. L'architecture est un pouvoir énorme, a un pouvoir énorme. Il faut le reconnaître parce qu'il peut faire du bien en améliorant les espaces. Il peut détruire aussi. On a connu les villes coloniales, comme elles avaient, sur le plan architectural, détruit la vie décolonisée. On reconnaît comment l'architecture peut aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, fragmenter l'espace, rendant fou qui habitent là-bas. Donc, l'architecture, un peu comme la médecine, peut soigner, comme les pharmacons, peut détruire et peut sauver. Il faut donc accepter cette dialectique, je suis d'accord, il faut chercher de tirer de notre côté pour les biens ces pouvoirs immenses que le savoir architectural peut nous mettre à disposition. Merci. Merci, c'était une remarque. En vous écoutant, en fait, je me suis, et surtout la fin de la discussion encore plus peut-être, je me suis dit que finalement on se posait une question qui était très globale, qui n'était plus forcément celle du bien-être et de la qualité de vie, mais plutôt celle d'un projet politique de ce qu'est faire société. Tout simplement parce que si on se positionne du côté du géographe, et peut-être quelque part aussi du côté du sociologue, on aurait tendance à dire que finalement la ville, ses mots, ses avantages sont qu'une projection spatiale de la société. Et donc du tout, poser cette question de qualité de vie, de bien, du rôle de l'architecture, finalement, c'est poser cette question de ce qui nous fait société et de ce qu'on veut comme société. Donc ça, c'est quand même une remarque globale. Du coup, on part dans un... Et du coup, c'est pour ça que je dis que finalement, vous avez, en tous les cas, au moins une des personnes qui a pris la parole, vous, monsieur Capeille, c'est ça, une posture qui est plutôt projet politique, de faire changer les choses. Donc ça, c'est une remarque. Donc peut-être que se positionner de cette question-là permettrait peut-être aussi d'avancer dans le débat. Il y a un autre élément qui m'a semblé extrêmement intéressant à vous écouter, c'est effectivement cette question de la nature, du besoin de nature, de cette prise en compte. Et ça renvoie finalement à la question de la soutenabilité. Et donc, pour avoir fait des enquêtes, et là peut-être pour éviter ce travail entre campagne et ville, les enquêtes sur le bien-être qu'on a conduites dans des zones hyper denses et dans des zones rurales isolées, l'élément le plus important qui sort chez les individus, enquête avec une approche bien-être individuel, on a fait du collectif individuel, mais là sur bien-être individuel, ressort en ville, environnement sain et sans nuisance, paysage naturel, ça c'est dans l'urbain. Et dans le rural, on a un résultat qui est paysage naturel. En premier élément parmi 29 éléments qui sont consécutifs du bien-être des individus interrogés. Donc du coup, cette question de la nature, finalement, elle renvoie comment finalement on peut parler de qualité de vie, de bien-être, si on exclut cette question de la nature. Donc peut-être que dans l'appel, cette voilà, est importante, peut-être un axe aussi, une orientation possible concernant les recherches sur le bien-être finalement. Le bien-être, est-ce qu'il correspond à la qualité de vie? Je sais pas, mais en tous les cas, sur la question du bien-être, pour moi, le bien-être, il est pas simple, c'est pas simplement une approche individuelle. Il peut se faire à une échelle individuelle à partir du collectif. Donc voilà, ça c'est une posture qu'on a adoptée dans un projet de recherche
en travaillant à une échelle normative, indicateur, avec une approche économique du bien-être normatif basée sur scène. Et après, on est arrivé au subjectif. Et dans le subjectif, à saisir des éléments qui soient tangibles et qui relèvent peut-être quelque part d'une démarche objective. Donc du coup, voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment, pareil, opposer bien-être et qualité de vie, et finalement ce qui relève de là. Même si ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord, il y en a un qui est plus collectif. Donc, voilà. Et aussi dans le discours, cette question, je pense que cette dichotomie ou cette opposition ville-campagne, entre guillemets, ou campagne isolée, je ne suis pas sûre qu'elle nous fasse vraiment avancer dans le débat, en fait. Je pense qu'il faut peut-être éviter, si on pense que notre urbanisation, notre processus, finalement, c'est une projection de notre société. Donc, on risque encore d'opposer des individus derrière. Les spécificités des quartiers, pas seulement des quartiers pauvres, riches, mais aussi de la configuration architecturale des quartiers, c'est-à-dire plus ou moins avec plus ou moins de jardins, pas de jardins, de verdure, plus ou moins dense. Et vous verrez que les prescriptions médicales sont vraiment, et là ça c'est objectif, hein, puisqu'il s'agit de prescriptions, combien de fois les personnes vont voir le médecin dans l'année, sont complètement différentes. Selon l'architecture, selon l'urbanisme, selon selon la spécificité des quartiers. Et c'est passionnant ces enquêtes-là. Voilà. Et pour la relation ville-campagne, c'est quand même un processus d'études ancien. Hein. Il y a eu des travaux faits par en France en tout cas, de la ville à la campagne. Je ne sais plus de quand ça date, mais c'est pas jeune. Dans les pays du Sud, en particulier en Afrique subsaharienne, j'avais participé à un programme Avenir des forêts tropicales qui disait que l'avenir des villes se joue à la campagne, parce qu'il faut nourrir la ville quand même. Et donc, voilà, donc effectivement, on est bien d'accord, on ne va pas tomber dans un système isolement, vulnérabilité, il y a des contextes et aussi des situations de vie qui peuvent être différentes et dans l'un et dans l'autre, mais qui ne sont pas nécessairement à opposer. Voilà, je suis d'accord. Si vous regardez les études du couple Bourguignon, que vous connaissez sûrement, qui ont travaillé sur les sols et qui donnent un diagnostic des sols en France, personnellement, justement, pour repartir sur la rue qui pourrait être un lieu agréable, etc., je vous ai montré des exemples de phytoremédiation. Plantons toutes ces milliers d'hectares d'arbres, déjà, voilà, pour dépolluer les sols. Et puis développons l'agriculture hors sol, par exemple, pendant un certain temps. On sait aujourd'hui faire de l'agriculture hors sol, on arrive à faire des produits beaucoup plus sains, beaucoup plus bio, comme on dit aujourd'hui. On sait les faire, on sait le faire. Il y en a pas mal d'exemples que vous avez des fermes urbaines, beaucoup au Canada, vous en avez partout, un peu partout aujourd'hui. Donc, faisons des fermes. Là, on a fait un projet, nous aussi, de fermes urbaines, là, qu'on va construire à Paris. Faisons des fermes urbaines dans les villes, ramenons ces choses-là, à proximité des besoins, ramenons une certaine frugalité aussi, parce que si on commence à réfléchir à ce qu'on jette, on jette plus de la moitié de ce qu'on cultive. Donc, peut-être qu'avec une façon de gérer, c'est un peu comme l'énergie. La meilleure économie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et peut-être que aussi, si on arrive à ne pas jeter la moitié de ce que l'on cultive, on pourra peut-être s'en sortir mieux. Essayons de retrouver des techniques de culture qui peuvent se rapprocher, qui peuvent être intégrées même dans la ville, qui donnerait quand même une respiration aux villes un peu différentes. Plantons les millions d'hectares de terres épuisées ou polluées avec des arbres qui vont la régénérer pendant 30 ou 40 ans, qui vont participer de manière considérable au problème de CO2, de la pollution et du dérèglement climatique. Et quelque part, globalement, je ne suis pas sûr que ce soit une très mauvaise idée, quoi. Voilà, quoi. Et donc, comme la rue peut se transformer, le rapport ville-campagne aussi peut se transformer. Voilà, c'est tout.